Soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté le principe du débat sur le plateau du Temps de l'Info. Olga Givernet, députée sortante Renaissance. Bonjour. De la 3e circonscription de l'Ain. La campagne, c'est parti depuis minuit et elle se poursuit pour vous, les candidats, jusqu'au vendredi 28 à minuit. 15 jours, c'est court. C'est même moins de 15 jours pour faire campagne. Ce sera aussi votre cas. Évidemment, Aurélien Saint-Toul, bonjour. Député sortant La France Insoumise, candidat du nouveau Front Populaire aux élections à Bagneux, Malakoff et Montrouge. C'est dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour à vous, Alexandre Nikolic. Vous êtes député européen Rassemblement National, conseiller régional en Centre Val-de-Loire, conseiller municipal à Saint-Rémy-sur-Avre. C'est bien ça. Merci à vous encore une fois. Le débat, c'est parti. Paola. Et les candidatures viennent d'être affichées. On découvre donc les candidats que chaque parti a investis. Et parmi ceux de la France Insoumise, eh bien, il y a certains qui posent problème, à savoir Raphaël Arnaud, militant Antifa et Fiché S, Philippe Poutou, qui a été investi par le nouveau Front Populaire malgré une enquête contre le NPA pour apologie du terrorisme, et Ali Diawara, qui a qualifié Raphaël Glucksmann le mois dernier de candidat sioniste de la droite libérale. Ils ont tous leur place au Front Populaire. C'est une question que vous me posez ? Oui, à vous. Ils ont été investis, effectivement, donc oui, manifestement, c'est le sujet. Je ne vois pas le problème, en réalité. Vous ne voyez pas le problème ? Non, mais je vois bien comment vous allez chercher à angler les choses. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec le nouveau Front Populaire, on a la possibilité de respirer, enfin, parce que l'ensemble de la gauche est représenté, et la gauche syndicale, la gauche associative, la gauche politique, jusqu'au nouveau parti anticapitaliste. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que l'enjeu qui est face à nous, c'est de battre l'extrême droite et aussi de battre ceux qui ont été le carburant de l'extrême droite. Il faut bien se rendre compte que la question à laquelle on doit répondre aujourd'hui, c'est est-ce que le macronisme a fait monter l'extrême droite au lieu d'en être le barrage. Donc on est dans cette situation et pour ça, évidemment, nous recrutons toutes les forces. Vous auriez pu aussi vous poser la question de savoir si François Hollande était un bon candidat pour le nouveau Front Populaire. François Hollande, donc associé à la France Insoumise. Et vous voyez, nous sommes dans cette situation où nous faisons un front commun avec Aurélien Rousseau, François Hollande, et jusqu'à Philippe Poutou. Je crois que c'est une bonne chose. Par ailleurs, je crois qu'il faut quand même mettre un peu l'église au milieu du village. L'association qui est en train de se faire là au niveau de la gauche, elle va d'une extrême gauche qui a montré dans l'Assemblée nationale la capacité de bordélisation jusqu'à certaines personnes de gauche avec qui on aurait pu travailler. Donc là, il y a vraiment une incompréhension. Il y a 3 semaines aux européennes, tout le monde partait divisé et tout d'un coup, une alliance de circonstances et rebelote. On est reparti sur un programme où on n'a pas forcément les grandes lignes. Donc la question de faire monter le Rassemblement national, oui, moi en circonscription, quand je suis sur les marchés, on me dit on ne veut pas de LFI, on veut plus de LFI, et donc il y a cette polarisation qui se fait, et du coup les discours sont bien plus difficiles à comprendre. Moi je trouve que la situation dans laquelle on est, elle est très bien, elle permet de clarifier avec notre programme, et moi l'objectif c'est de démontrer sur la circonscription ce qu'on a pu obtenir dans les territoires, et de se raccrocher évidemment à des éléments de programme donnés par le Premier ministre Gabriel Attal. On a une orientation sur les classes populaires et les classes moyennes pour démontrer que sur les questions de l'énergie, évidemment, on va venir en soutien dès le mois de février. Des frais évidemment, de notaire. sur la question des retraites et son indexation sur l'inflation, c'est important aussi. Le point du pouvoir d'achat est important. Monsieur Nikolic, Marine Le Pen dit notre adversaire, c'est pas Emmanuel Macron, comme si elle le passait par pertes et profits, pardon. C'est l'abomination de la NUPS 2, c'est ce qu'elle dit dans le Figaro. Islamo-gauchiste. Oui, c'est ce qu'elle dit, parce qu'on a déjà pu aborder régulièrement le bilan aujourd'hui de la Macronie, qui a été un petit peu disqualifié, on l'a vu lors des élections européennes, et surtout ce qui est intéressant à noter, pourquoi on se place avec ce duel avec le Front Populaire, c'est que sur 577 circonscriptions, si on prend la gauche rassemblée, sur 577 circonscriptions, il y a 536 circonscriptions où il y aurait un duel, si on se fie à ces scores-là, Rassemblement National contre le Front Populaire. Oui, donc on va voir. Hein, ça, non, bien sûr, mais je dis que c'est et au regard des sondages, c'est aujourd'hui le vrai risque qu'il y a. On a vu ce déclin progressif avec la Macronie, mais aujourd'hui, ce que propose le Front Populaire est un vrai danger à plus d'un titre. Vous avez évoqué Philippe Poutou, qui Monsieur Saint-Toul. Non, Madame. Ah oui aussi. Je répondais par rapport à ça. Justement, avec les accusations d'apologie de terrorisme, mais on peut parler de Philippe Poutou pour ce qu'il veut en matière de désarmement de la police, par exemple.
on peut parler de plusieurs élus LFI qui s'étaient positionnés après la mort de Naël, par exemple, en disant que la fin justifie les moyens, donc en justifiant les émeutes. On voit beaucoup de... Une formule qu'on n'a jamais employée. C'était employé par pas la première fois que vous êtes... Et donc, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, on voit souvent des élus LFI qui se positionnent plus du côté des casseurs que des forces de l'ordre, plus du côté des délinquants que des victimes, plus des côtés des squatteurs que des propriétaires. Donc il y a une remise en cause même de ce qu'on est, le droit de propriété. Donne la parole, et un danger, évidemment, pour l'économie française. Quand on voit le montant des dépenses qui viennent d'être annoncées dans le programme, ce serait 280 milliards de dépenses supplémentaires, des recettes supplémentaires, 50 milliards qui vont peser sur les entreprises. On va rester sur les questions de sécurité, puisque vous l'attaquez directement, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, moi, il me semble que ce dont témoigne cette alliance, qui est le nouveau Front populaire, c'est que nous avons une prise de conscience du danger que représente l'extrême droite, qui est une formation, le RN, raciste, autoritaire, antisociale. Monsieur Nikolic, aujourd'hui, nous parle de respecter l'État. Bien sûr, je vais être très précis, vous allez voir. Première chose sur le danger pour la démocratie. C'est au Front National, au Rassemblement National, qu'on dit qu'il va falloir mettre au pas le Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'ils ont l'intention de ne pas respecter la Constitution. C'est au Rassemblement National qu'on a décidé de mettre fin à la binationalité. C'est l'une des premières mesures évoquées par M. Chenu. Non, évidemment. Mais ça a été démenti. Mais pourquoi ça a été démenti? Pourquoi ça lui est sorti? On peut parler de ça sérieusement. M. Chenu a dit pourquoi M. Chenu Oui, pourquoi M. Chenu en a-t-il parlé? Parce que ça a été dans votre programme jusqu'à il y a à peine 2 ans. Donc, est-ce qu'un matin, vous avez été frappé par une lumière divine qui vous a dit non, écoutez, supprimer la binationalité, c'est cruel et inhumain? Non, bien sûr que non. C'est parce que vous avez une stratégie hypocrite. Enfin, vous avez la volonté de ne pas respecter les droits humains. Je donne un exemple très précis. Alors, votre programme contrarie. L'argument très précis. Votre programme est contraire à la Convention internationale des droits des enfants, de l'enfant, parce que vous êtes contre la scolarisation gratuite des enfants étrangers. Et vous voyez, moi, je considère qu'un enfant, étranger ou pas, il a le droit d'être scolarisé. C'est l'ensemble de ces choses. On est contre la scolarité des enfants étrangers. Oui, la scolarité gratuite des enfants étrangers. Des enfants sans papier, c'est ça que vous dites, ou étrangers, parce que les mots ont un sens, monsieur. Excusez-moi. Sans papier, les enfants n'ont pas le droit à une éducation. C'est contraire à la Convention internationale des droits des enfants. Vous voyez, j'ai une opposition philosophique frontale avec vous. Et c'est la raison pour laquelle nous nous unissons pour battre l'extrême droite. Parce que nous considérons qu'un enfant, avec ou sans papier, alors, Alexandre Nikolic, je vais reprendre point par point. Vous avez dit qu'on veut mettre le Conseil constitutionnel au pas. On a dit, c'est parce que M. Gentillet qui a dit ce genre de choses, qui est votre candidat. On a dit que avec le référendum sur l'immigration, on allait avoir la possibilité d'acter et de valider ce qu'on veut mettre en place au-dessus de certains cherchez bien vos mots, parce qu'effectivement, il va falloir le masquer. Parce que nous, on a confiance au peuple de certaines institutions, parce que par exemple, le Conseil constitutionnel s'est opposé sur des choses qui sont aujourd'hui voulues par les Français. Sur la priorité nationale, par exemple, ou pas? Comment? Vous défendez la Constitution? Oui, donc on est pour le référendum, on n'a pas peur du peuple, par exemple, monsieur. Vous voyez, et donc on veut interroger le peuple. C'est constitutionnel, ce que je viens de dire. Bien sûr, c'est qu'on ne pas coupé. Demander au peuple français sa position sur des sujets comme par exemple sur l'immigration, sur la priorité nationale qui est voulue par 71% des Français, ce qui peut préserver notre modèle social par exemple, parce qu'aujourd'hui ce que vous voulez c'est maintenir donc un modèle social qui est valable pour le monde entier, sans limite de nationalité ou de présence légale sur le territoire français en ayant travaillé. Si, mais c'est le cas. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Dans le pays aujourd'hui, il y a des restrictions. Moi, j'ai quand même un problème là quand je vous regarde. Je comprends que la plupart des Français craignent vraiment, on ressent une crainte d'avoir un deuxième tour LFI contre le Rassemblement National. On parle qu'il y a des alliances. Alors l'alliance de la droite, déjà, moi j'y crois pas. Sur ma circonscription, on est 8 candidatures, 4 à droite. On a les LR, les RN, la Reconquête. On a aussi Debout la France de Dupont-Aignan. Donc on a vraiment un éclatement avec une espèce de flou artistique sur ce qui est proposé. Moi, la question, c'est vraiment de remettre au centre la République, de respecter nos institutions, de pouvoir s'en servir pour pouvoir faire acte d'autorité. On l'a dit dans l'école et on l'a prouvé également. Qu'est-ce qui fait, vous dites, ça fait peur. Qu'est-ce qui fait peur? d'acte d'autorité. En fait, la question, en fait,
d'utiliser les institutions comme on peut le faire en se disant on va remettre au pas le Conseil constitutionnel ou on va... Vous les avez pas. Attendez, laissez-la terminer. Et ensuite de se dire que évidemment on peut aller contre la volonté et de l'Assemblée nationale. Moi je crois simplement que les Français doivent être très conscients du risque qui est pris aujourd'hui par rapport à cette élection. Le président de la République a voulu une dissolution, il a voulu clarifier les points des uns et des autres. Nous sommes dans une prise en compte évidemment des résultats des européennes, mais je ne crois pas aujourd'hui que ce qui va se passer au niveau des législatives sera la même. D'abord, j'espère qu'il y a plus de personnes qui vont aller voter et qu'il puisse y avoir moins d'abstention. Et quand on le sent, moi j'étais encore sur les marchés ce week-end avec les gens qui se disent bon bah voilà, maintenant on a une offre politique, c'est pas de s'en détourner. C'est bien beau de laisser le choix aux autres, mais en fait on se retrouve avec des risques, notamment sur notre économie. Enfin, je veux dire. Alors justement, des risques sur cette économie. Alors, effectivement, vous dites que le programme de la France Insoumise, du nouveau Front Populaire, fait peur, mais il plaît à certains Français. Quand on voit le SMIC à 1 600 €, les prix bloqués, la réquisition des logements vides, la retraite à 60 ans, vous comprenez que ce programme... Ça, c'est le Front Populaire. Du Front Populaire. Vous comprenez que ce programme, il puisse attirer certains Français. Il puisse attirer, mais il faut se rendre compte aussi, et je crois que les Français sont très conscients de comment est-ce qu'on gère un budget, c'est qu'il faut pouvoir le financer. Et donc ça veut dire que ça peut être aussi soit au détriment d'autres politiques publiques, est-ce que ça va être au détriment de la sécurité, qui est un sujet très attendu de la part des Français, ou est-ce que on va creuser encore la dette publique alors qu'on était sur une pente où on pouvait la ramener. On a eu la période Covid et des crises où effectivement il a fallu soutenir les Français, et ça ils l'ont très bien compris, et puis l'annonce de pouvoir resserrer et ensuite de revenir sur une trajectoire qui nous permettra d'avoir un déficit de la note. Il faut savoir que cette dissolution, elle a été aussi prononcée par Emmanuel Macron parce que la situation économique de notre pays, elle est très 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 compliquée. On parle souvent de l'augmentation de la dette de 900 milliards depuis 2017, mais il faut voir la trajectoire qui a été prise, qui en ce moment... Je ne suis pas d'accord, entre 2017 et 2019, il y a eu une baisse justement mais je vous dis, entre 2017 et aujourd'hui, la dette a augmenté de 900 milliards. Aujourd'hui, on est monté à 5,5% de déficit public sur 2023, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps par Bruno Le Maire qui parlait de 4,9%. Il faut savoir que la moyenne dans la zone euro, c'est un peu plus de 3%, mais la trajectoire de la France est la pire aujourd'hui. Votre programme, monsieur Et justement, aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise, tout à l'heure, je l'ai évoqué, par exemple, sur ce qui n'est jamais évoqué, sur ce coût de l'immigration globale, qui pèse parce qu'on veut entretenir le monde entier, et ce n'est pas possible à un moment. Quand vous faites venir 500 000 personnes de manière légale, c'est 4 000 lits supplémentaires, par exemple, qu'il faut. Ça pèse évidemment sur le système social français. Quand sur le millefeuille, quand on parle régulièrement du millefeuille administratif, la fraude sociale et fiscale que vous n'arrivez pas aujourd'hui à maîtriser, parce que vous n'arrivez pas, or qu'on a des outils avec le progrès numérique notamment pour pouvoir mettre... Pourquoi vous arriveriez à faire ce que personne n'a fait? Mais parce que je pense qu'il y a des intentions, parce que je pense qu'il y a des idéologies. Oui. Ah oui. Je pense qu'il y a de l'idéologie derrière tout ça. Et il y a certains sujets qui ne sont pas abordés et réellement, c'est ce qui empêche aujourd'hui de faire des économies structurelles. Et juste, si je peux me permettre, et j'arrête ça juste après, parce que aussi, le problème, c'est les recettes. Et quand on a un déficit commercial qui est aussi élevé, le record, évidemment, en 2022, 160 milliards de déficit commercial, 100 milliards encore en 2023, c'est les pires depuis 1949, ce qui a fait dire au commissariat au plan qu'on a une économie d'un pays en voie de développement. Relancer notre industrie, justement, c'est ce qui va permettre de créer de la richesse, tout le contraire de ce que veut faire aujourd'hui le Front Populaire, qui mettrait notre économie à genoux, comme on a pu le connaître en Grèce. Vous pouvez parler de déficit commercial en disant il faut faire quelque chose, alors qu'en fait vous êtes... Là, il y a quand même des éléments de part et d'autre. Alors que vous êtes contre les accords commerciaux encadrés, qui nous permettent à la France de pouvoir exporter. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être concurrentiel, mais non, justement. On n'a jamais... Notre déficit commercial n'a jamais été aussi important, madame. Exporter dans des conditions et de protection aussi de... Justement, donc il faut une réciprocité et il faut des clauses miroirs, justement, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont été l'économie à genoux, selon première chose sur la question du respect de l'État, de la Constitution et par les macronistes. Quand même, rappelons-nous ce qui s'est passé. On est dans un pays où les macronistes ont voté
voté la loi immigration, ils l'ont voté alors qu'une motion de rejet avait été adoptée à l'Assemblée nationale. Ils ont biaisé avec les institutions à cette occasion. Ils ont multiplié les 49.3. Ils ont aussi multiplié évidemment le 49.3, en particulier sur la réforme du chômage. C'est des outils constitutionnels. Écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais il y a plein d'occasions où vous avez biaisé, par exemple avec les libertés publiques. On s'est rendu compte que le ministère de l'Intérieur, depuis 8 ans, utilisait un instrument de reconnaissance faciale, et le ministre de l'Intérieur s'est lavé les mains de ces choses-là. Alors là, on était sur les questions économiques. D'accord, mais je voulais quand même montrer que, en ce qui concerne le respect des libertés publiques, de l'état de droit, les macronistes sont loin d'être exemplaires. En ce qui concerne l'économie, vous savez, la chose est simple. Le Rassemblement national, l'extrême droite, essaye d'avoir un vernis social, mais il a craqué tout de suite, parce que qu'a annoncé Jordan Bardella? Ah que non, finalement, il n'allait pas abroger la réforme des retraites. Ça n'était encore faux, on a dit que ça serait dans un deuxième temps. Ah oui, bien sûr. Donc la première chose que dit M. Chenu, c'est sur la binationalité, et puis M. Bardella nous explique que la réforme des retraites, en fait, ils ne vont pas l'abroger, mais peut-être un jour, peut-être, mais ça n'est pas une priorité. Après quelques mois. Ensuite, j'en viens sur les questions d'économie stricto sensu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les années Macron? Les années Macron, ce sont des années d'appauvrissement de l'État. Bah non, mais on a créé de l'emploi et on a créé de l'économie. Enfin, je veux dire, vous avez asséché les caisses de l'État. La part de l'industrie. Vous avez baissé des impôts qui étaient positifs, importants. Par exemple, France Stratégie a sorti une note il y a déjà quelques années après la fin de l'impôt sur la fortune. Le RN ne veut pas rétablir l'impôt sur la fortune. La période Covid où beaucoup a été dépensé, c'était inutile et mal fait. Attendez, je reviens sur les choix de M. Macron. Je ne vous parle pas de la période Covid. C'est très important. Mais c'est un tiers de la dette, la période. Attendez. Oui, mais c'est un tiers. Faisons une série de questions, s'il vous plaît. La période Covid, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a montré que la dette pouvait augmenter, que le déficit pouvait augmenter, et qu'en réalité, il n'y avait pas un carcan si impossible à surmonter. Voilà. Parce que quand la dette augmente, en fait, il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc la dette, donc ça, c'est on peut l'augmenter. C'est intéressant. On peut l'augmenter. La dette, vous avez vu que la dette Covid, le pays s'est pas effondré. Non, mais donc ça veut dire, vous en tirez la conclusion qu'on peut l'augmenter. C'est une question. Vous voyez bien que nous ne sommes pas dans une situation de contrainte telle qu'on nous l'a décrite. Non, donc ça, c'est un fait intéressant. Deuxièmement, j'en viens aux ressources. Je vous le dis, la suppression de l'ISF fait perdre 3 milliards par an. La flat tax fait perdre... Votre programme, il coûte combien? Mais attendez, 280 milliards. D'accord, mais laissez-moi lister. Je suis en train de vous donner des éléments pour avoir des marges de manœuvre. Donc l'ISF, 3 milliards. La flat tax, 4 milliards et demi. Ça, c'est un chiffre de Gabriel Zucman à l'époque. Vous avez le CICE, 10 milliards. La suppression de la CVAE, 15 milliards, etc., etc. Vous avez donc la possibilité de vous donner des marges de manœuvre parce que le programme du nouveau Front populaire a l'ambition de réparer ce qu'ont fait les macronistes. Ce qu'ont fait les macronistes, c'est appauvrir l'État pour ne plus remplir les missions du service public. Aujourd'hui en France, on a un problème gravissime à l'éducation nationale. On a un problème gravissime dans l'hôpital public parce qu'on n'a pas les ressources. Je vous donne un chiffre. On parle de milliards, là les gens ne se rendent pas forcément compte. 1 milliard, avec 1 milliard, vous payez 18 800 personnels soignants et non soignants d'un hôpital. Ça n'est pas rien. Donc vous voyez, je vous fais valser les milliards, mais en fait, ce sont des services publics en plus. Mais monsieur Saint-Toul, on a besoin de cette respiration. Et le dernier point sur lequel je veux intervenir sur les questions économiques. Est-ce qu'on peut débattre un peu? Mais monsieur Saint-Toul, il faut débattre sur le modèle. C'est 1600 euros. Il faut comprendre la question des dividendes. Non, alors le SMIC à 1600 euros. Soyons précis. Vampirisé par les dividendes. C'est un débat. Non, c'est un débat. Je voulais introduire cette question. Il faut comprendre pourquoi leur programme va tuer des milliers de PME, de TPE. Quand vous parlez par exemple du SMIC à 1600 euros, nous, ce qu'on préconise, c'est de permettre aux entreprises d'augmenter de 10% les salaires sans cotisation patronale et salariale. Parce que quand vous avez un SMIC à 1600 euros, c'est pas juste une augmentation de 300 euros, c'est une augmentation beaucoup plus importante avec les cotisations patronales et salariales qui se rajoutent, et vous avez beaucoup d'entreprises qui ne survivront pas à ça. Quand vous voulez, parce que c'est pas un projet précis. Ça a été quand même proposé à l'Assemblée nationale, ça a été vite fait balayer, et d'ailleurs sur votre augmentation là, des 10%. Sur la base des 10%, ça a été balayé. Votre collègue du Rassemblement national a d'ailleurs même demandé un rapport pour voir si ça marchait. Donc ça, vous l'avez déjà eu une niche pour pouvoir le proposer. Oui, mais ça a été refusé malheureusement parce que c'est ce qui permettrait à beaucoup de Français, sans que ça pénalise les entreprises, de toucher 10% de salaire en plus, jusqu'à 3 fois le SMIC. Et c'est ce qui permettrait aujourd'hui à beaucoup de Français de pouvoir respirer, comme sur l'énergie, qui est un autre sujet qui n'a pas été abordé. Mais juste si je me permets sur la crainte qu'on peut avoir par rapport à leur programme. Alors ensuite,
Ensuite, indexation des salaires sur l'inflation. Donc encore une fois, obliger les entreprises à augmenter ces salaires, donc obliger une augmentation des cotisations patronales et salariales, sans savoir exactement combien ça allait coûter et tout. Mais c'est encore une fois une entrave pour les entreprises qui ont déjà d'énormes difficultés. Les entreprises françaises sont celles qui paient le plus de fiscalité au monde. Donc elles ont déjà des difficultés par rapport à ça. Donc il faut comprendre, parce que peut-être que vous imaginez que ça va faire plus de recettes immédiatement en augmentant les recettes, les cotisations patronales et salariales, mais en réalité, ça va tuer beaucoup d'entreprises et ça va tuer notre économie. On l'a vu dans d'autres pays. Je parlais de la Grèce tout à l'heure. On est dans un modèle de relance. Évidemment, vous faites le choix vous freinez la relance. De l'austérité Nous, ce qu'on propose, justement, cette baisse de la fiscalité qu'on peut proposer, par exemple, sur la taxe de productivité. C'est de vider les caisses de la protection sociale. Votre choix, votre stratégie d'augmentation, elle se fait. Mais moi, je suis sur des chiffres et des choses concrètes, monsieur. Justement, moi, je crois simplement qu'il faut quand même prévoir et prévenir les Français que si on veut pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat, c'est de pouvoir aussi leur donner des primes. On propose d'avoir 10 000 € de primes jusqu'à 10 000 €. Très concrètement sur l'énergie, madame. Est-ce que vous êtes pour enfin qu'on réforme le marché européen de l'énergie pour que, concrètement, et là c'est 30% du prix de l'électricité en moins. Aujourd'hui, il faut savoir que les Français... Réformer, ça veut dire sortir du... Non, ça ne veut pas dire sortir. Ça veut dire permettre des accords, toujours de coopération entre les pays et d'échange de l'électricité, par exemple. Parce que, à cause justement de l'abandon progressif du nucléaire, vous savez qu'en 2022, on avait importé 17 milliards de plus d'électricité qu'exporté. C'était la première fois depuis 50 ans. Eh bien, justement, donc on a besoin de ces échanges-là, c'est des échanges commerciaux. Mais il est injuste que les Français paient aujourd'hui une électricité qui ne correspond pas au coût de production français. Parce que grâce au nucléaire, on a une électricité moins chère. Très concrètement, c'est 30% du prix de l'électricité en moins. Et juste pour des questions idéologiques, par rapport à l'Allemagne notamment, vous ne voulez pas réformer ce marché européen de l'électricité. Et c'est les entreprises françaises et les Français qui le paient. Il est en cours de réforme et ça doit arriver au début de l'année prochaine. Vous ne comprenez peut-être pas, vous venez d'être juste élu au Parlement européen. Mais non, on n'a pas de garantie par rapport à ça, madame. Et pourquoi vous ne le faites pas maintenant ? Et avec cette réforme, on va pouvoir assurer moins 15% sur le prix de l'électricité en France. Voilà. Moins 30%. Alors pardon, on va donner la parole à quelqu'un hier qui a pris position sur cette élection, Paola. Oui, et cette personne dont la parole était très attendue, c'est Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France de football. Avec tous ces débats politiques, on n'en oublierait plus. C'est bien qu'on joue ce soir contre l'Autriche et il a envoyé un message très clair au peuple français. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Kylian Mbappé est donc contre les extrêmes. Vous en faites partie, le nouveau Front populaire, à l'entendre ? Je crois pas. Je sais pas. Il faut lui demander ce qu'il il n'a pas dit contre l'extrême extrêmes. droite. Il a dit contre les extrêmes. Mais vous savez, l'extrême gauche, ça existe dans ce pays. Vous avez des formations qui défendent une révolution. Moi, je ne suis pas celui qui défend une révolution armée. Ça existe. Il y a des gens qui pensent que la révolution va exister. Mais ils sont chez vous. Ils sont candidats chez vous. Vous n'êtes pas au courant. Ça s'appelle lutte ouvrière. Mais c'est pas grave. Vous ne connaissez pas forcément la gauche et l'extrême gauche dans ce pays. La violence contre les adversaires politiques. Il a même menacé de mort. Absolument pas. Si. En revanche, il cautionne les. Laissez-moi parler. Je sais bien que ça vous met mal à l'aise parce que vous avez des candidats qui ne sont pas présentables. Il n'y a pas d'extrême gauche. Vous avez M. Bocaletti qui est antisémite notoire, qui a vendu des livres antisémites, qui a été condamné pour violence en réunion avec armes. Vous osez parler d'antisémitisme avec. Je parle de M. Bocaletti. Après, vous viendrez me parler du bilan de M. Bocaletti. Bon, en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que non, je ne suis pas extrême. Est-ce que vous avez un critère pour classer des extrêmes ? Si vous en avez un, on peut en discuter. Moi, j'en ai un. Est-ce que le programme va être mis en œuvre ou peut être mis en œuvre autrement que par la violence ? Moi, mon programme, évidemment, il ne se met pas en œuvre par la violence. Il est évident que c'est la force de la loi qui s'applique. Donc vous dites Mbappé, merci Mbappé. Et bien sûr, il apporte une contribution décisive. La violence n'est pas possible dans le débat public. Je précise quand même que le programme de l'extrême droite, lui, ne peut pas s'appliquer sans violence. Vous ne pouvez pas faire la chasse aux étrangers sans agir de façon violente. Et on peut parler sérieusement, monsieur Saint-Denis. Mais qui prône justement ? Ne prenez pas cette air offusquée. Oui, ça m'offusque. Parce que c'est justement vous qui est beaucoup.
je vous laisse parler, mais je vais répondre après. Sur la question de Kylian Mbappé, il ne parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il a fait souvent valoir ses valeurs, et ça c'est très appréciable, surtout qu'il a un certain nombre de fans, oui, on va dire, un nombre très élevé de followers. Moi, je me rappelle, j'ai fait un travail sur les jeux en ligne, les jeux d'argent, les paris, et à l'époque, il s'était élevé contre Winamax par rapport justement à cette éthique et ses valeurs. Quand il parle des extrêmes, il a raison, et d'ailleurs, parce qu'on se retrouve en présence de l'extrême droite et de l'extrême gauche, c'est les candidatures qui sont proposées. Et pour les nostalgiques de l'alternance gauche-droite dans son temps, eh bien, il faut savoir qu'elle n'existera plus, ou alors c'est un choix entre l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et donc ça, c'est plus du tout ce qui se passait il y a 20 ans. J'espère surtout que Kylian Mbappé va marquer ce soir contre l'Autriche, qui nous fera gagner l'Euro, justement, le jour de la fête nationale, le 14 juillet prochain. Merci quand même. Je pense que c'est toujours bien que les joueurs aient plutôt une retenue, parce que justement, il ne faut pas amener de la division à la division. Je pense qu'on est dans un moment où, justement, à cause de la radicalité que peut avoir l'extrême gauche, et parfois, oui, l'antisémitisme, le racisme aussi, monsieur, parce que quand vous avez beaucoup de compromissions avec, par exemple, Monsieur de Fournas qui a demandé à mon collègue Martin Sbilongo de retirer tout ça. Il a demandé que les bateaux, justement, de migrants qui viennent de manière illégale soient renvoyés dans leur pays d'origine. Excusez-moi, j'avais pas compris qu'il voulait simplement que les gens meurent en Méditerranée. Pas en même temps, pardon. Justement, oui, je le disais, quand on peut voir les compromissions qu'il peut y avoir par rapport à certaines phrases, mais surtout par rapport aux indigènes de la République, par exemple, Douria Boutejla, qui avait écrit le livre Les Blancs, les Juifs et nous. Ces divisions communautaires racialistes aujourd'hui qui amènent des divisions, ces insultes systématiquement. Il faut aller voir regarder les manifestations qui ont pu avoir lieu samedi, où des centaines de personnes ont scandé Jordan Témor. L'extrémisme n'est pas de votre camp, est-ce que vous voulez dire? Il n'est plus le temps des manifestations, le temps c'est dans les urnes, et les extrêmes se combattent dans les urnes. Merci infiniment. Et si on veut un redressement du pays face au déclin macroniste et face à la radicalité dangereuse sur tous les points de la du Front populaire, oui, il faut croire au vote, et il y a un grand espoir le 30 juin et le 7 juillet prochain. Merci Alexandre Nikolic, et merci beaucoup à Aurélien Sitoul d'avoir participé à ce débat.